Bon, bonsoir à tous. D'abord, je vais me présenter, il y en a qui me connaissent un peu. Je travaillais à la station météo de La Rochelle, je suis à la retraite depuis bientôt 10 ans. Mon parcours est un peu classique pour un météorologiste, c'est-à-dire que j'ai fait une vingtaine d'années comme météo dans l'armée de l'air. Et un jour, je suis dû faire un cadre de maîtrise à la base de Rochefort, et je me suis dit, il faut que je me débrouille pour revenir dans le coin. Donc, je suis rentré à Météo France en 91. J'ai fait quelques années en Normandie à faire de la météo générale, agricole. Et puis, je suis arrivé ici pour la tempête de 99 pour faire de la météo marine. Voilà mon parcours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on va parler de la météo et de l'océan, mais on va parler d'abord de l'eau. Parce que l'atmosphère, alors vous savez qu'il y a deux rôles principaux de l'atmosphère. Déjà, nous faire respirer, ce qui n'est pas négligeable. Hein, il faut un petit peu d'oxygène. Et puis après, il faut aussi de l'eau. Parce que sans eau, comme sur certaines planètes, je me suis amusé à faire la météo sur Mars. Il y a très peu d'eau, il fait très froid, donc l'eau a du mal à rentrer dans le peu d'atmosphère qu'il y a. Donc la météo est un peu particulière sur Mars. Il faut savoir que sans eau, la température sur la Terre, sans eau dans l'atmosphère, la température serait de l'ordre de moins 18 degrés. Parce que le premier, vous entendez parler du gaz à effet de serre, du CO2, mais le premier gaz à effet de serre sur Terre, c'est la vapeur d'eau. Et le CO2 arrive à 23%. 60% pour la vapeur d'eau, pour l'effet de serre, et 23% pour le CO2, plus divers autres gaz. Alors justement, il y a quelques chiffres assez originaux sur l'eau. On a vu tout à l'heure avec l'espace, une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Et il y a 100 milliards de galaxies. C'est-à-dire 10 puissance 22 étoiles. 10 avec 22 zéros derrière. Et dans une goutte d'eau, il y a exactement le même nombre de molécules d'H2O. Une simple goutte d'eau. En ce moment, il y en a plusieurs gouttes d'eau. Petite anecdote. Alors, voilà, je vais vous montrer un peu de quoi on va parler. Alors, je vous ai dit, l'atmosphère, c'est 78% d'azote. Alors, l'azote rentre dans nos poumons, ressort tel quel, et nous, on récupère une partie des 21% d'oxygène pour faire un peu de CO2 pour ressortir. Et il y a diverses autres gaz, argon, xénon, et le fameux CO2 qui ne fait que 0,04%. C'est très très peu. Mais ça, c'est déjà le double d'il y a 150 ans. Ah oui, ça, c'est le carbone que nous, on rejette. Et l'eau, sous toutes ses formes. Je vais me mettre un peu par là parce que je ne veux pas traîner, excusez-moi. Alors, je fais un petit comparatif entre l'océan et l'atmosphère. L'océan, c'est 1350 millions de kilomètres cubes. L'atmosphère, c'est 55 milliards de kilomètres cubes. Donc, quand j'ai mis un petit cœur, c'est que c'est celui qui gagne. L'océan couvre 70% de la Terre, l'enveloppe de l'atmosphère, c'est 100%. La profondeur moyenne des océans, c'est 3800 mètres, et l'atmosphère, c'est 100 km. Alors, on retrouve de l'air au-dessus, mais officiellement, l'espace commence à 100 km d'altitude. 50% des molécules d'air sont dans les 6000 premiers mètres, au-dessus du sol, et on a beaucoup de mal à trouver de la vie animale et végétale au-dessus de cette altitude. En revanche, de la vie, on en trouve très profondément dans l'océan. L'océan gagne. C'est-à-dire que si on fait si on a un jour des problèmes de vie, soit la vie humaine ou la vie animale, on pense que quand même c'est l'océan, c'est dans l'océan que la vie résistera. Bon, c'est pas gai ça, surtout en cette période un peu troublée. Alors la vie sur les continents et dans les océans, on a juste une diapo sur ce sujet. Le nombre estimé d'espèces végétales et animales sur Terre, c'est entre 8 et 20 millions, dont les 3/4 d'insectes, mais seulement 2 millions sont connus. 13% de ces espèces sont dans les océans, mais en matière de nombre et de masse, la première serait une petite crevette, le krill,
il y a 200 millions de milliards d'individus. Petite pause biologique. Alors, l'eau, on va y revenir, c'est quand même important. L'eau salée sur la Terre, c'est 97,5% dans les océans. Il reste 2,5% d'eau douce. Et dans ces 2,5% d'eau douce, 68,7% sont bloqués dans les glaciers, 30% dans les nappes phréatiques, 0,8% dans le permafrost, c'est-à-dire les sols gelés du Canada et de la Sibérie, 0,4% en surface, c'est-à-dire sous forme liquide dans les fleuves, les lacs et dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la météo, c'est dans cette partie-là que ça se passe. Et encore, quand on a enlevé le reste. Au final, moins de 1% de l'eau sur Terre est douce et liquide, puisque beaucoup est bloqué dans les glaciers. Et la plus grande réserve est le lac Baïkal, avec 23 000 milliards de mètres cubes en Sibérie. Ça pour l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau est en cycle permanent. Donc, il semblerait qu'on ait dans notre corps, tous autant qu'on est, quelques molécules d'eau qui ont été bues par un dinosaure. Puisque les dinosaures sont restés 200 millions d'années sur Terre, et nous, le modèle le plus ancien, c'est 3 millions et quelques, et le dernier modèle, le Homo sapiens, c'est 300 000 ans. C'est-à-dire 666 fois moins de temps que les dinosaures. Il reste une grosse question. Quelle était la taille du dinosaure et quel est le tour de taille de l'humain? Petite blague au passage. Alors, l'histoire d'eau et le passage, justement, avec cette histoire de cycle permanent, on a de 1500 à 9600 ans pour les glaciers et les périodes glaciaires, 2500 ans pour les océans, 1400 ans pour les eaux souterraines, 17 ans pour les lacs d'eau douce, 16 jours pour les cours d'eau, et ce qui nous intéresse, 8 jours pour l'atmosphère. C'est-à-dire entre le moment où l'eau s'évapore sur les océans et qu'elle retombe, sous forme de pluie essentiellement, eh bien il ne se passe que 8 jours. Et ça dépend de la température. Parce que plus l'air est froid, moins il peut contenir d'eau. Par exemple, en Sibérie, quand il fait très froid, c'est 0,1%. Et 5% dans les zones maritimes équatoriales. Au total, on a une hauteur d'eau liquide sans condenser tout de 2,5 cm seulement. Alors voilà le programme de la petite. Alors le mot conférence, c'est un peu grand, c'est une petite initiation à la météo. Parce que la météo, c'est de la thermodynamique, donc je ne vais pas vous embêter avec des équations. J'en ai mangé un peu pendant ma formation, mais j'ai tout oublié. Ça, vous êtes tranquille, j'ai oublié la plupart. Voilà le programme, je vous le lis si vous voulez. Alors l'atmosphère, ça clignote. Il nous fait des interférences. Je regardais les messages de ceux qui sont à distance. Il faut que tu bouges de temps en temps pour que tu ne caches pas. À la caméra ou non, quoi Ah oui, je suis un peu comme les dinosaures. Je vais peut-être me remettre là si j'arrive à voir en même temps ce que je dis. Tu peux te mettre là si tu veux. Si je m'assois comme ça, c'est le monde sera content. Hop. Alors, les bases de la météo, l'atmosphère, la troposphère, on va voir que la troposphère, c'est la partie météo de l'atmosphère, grosso modo les 10-15 premiers kilomètres. L'eau dans l'air, on a vu un peu, les changements d'état. Les 3 causes de formation des nuages, je pense que la stabilité, là, vous avez compris. J'insisterai un peu là-dessus, comme ça vous pensez à moi, chaque fois que vous entendrez, et puis je vous dirai encore un peu d'instabilité, on sait ce que c'est. Les perturbations, front froid, front chaud, occlusion, la pression atmosphérique, les pressions anticyclones, la répartition de la pression sur la Terre, l'origine du vent, force et direction, la partie marine, le domaine de la météo marine,
On va voir que c'est simplement les premiers mètres en surface, et puis la partie atmosphérique au-dessus de l'océan, bien sûr. Les marées, le coefficient, les calculs de coefficient, les courants marins et le Gulf Stream, la force du vent, l'échelle Beaufort, la brise thermique, les vagues, la houle, la mer des vents, le transport d'Ekman et les tsunamis, les décotes et les surcotes de tempête, les zones de concentration des flottaisons, les sargasses, les plastiques, etc. Et puis, si on a le temps, quelques informations sur le changement climatique et les océans. Et vos questions. Voilà. Un peu de technique quand même, je suis désolé, mais ça, c'est quand même utile. L'eau dans l'air, il faut savoir que ça peut contenir très peu d'eau, l'air. Hein. Vous voyez, par exemple, s'il y a un air à 20 degrés, s'il y a 6 grammes d'eau par kilo, on va voir qu'un kilo d'air, c'est à peu près 1 mètre cube. Et ça fait 41% d'humidité. On va voir à quoi ça correspond, ces 41%, parce qu'on dit 41% de quoi? Il n'y a pas 41% d'eau dans l'air, évidemment. On refroidit, on va avoir de l'air à 6,5 degrés, on a toujours nos 6 grammes par kilo. On a l'impression que ça change. Seulement là, on a 100% d'humidité. En fait, le calcul du pourcentage d'humidité dépend de la quantité d'eau maximale que peut contenir l'eau à une certaine température. C'est pour ça qu'on devrait dire humidité relative. L'humidité varie avec la température. Vous avez une pièce humide, vous rentrez de voyage en hiver, une maison est froide. Ça le fait moins maintenant avec les doubles vitrages, mais dans le temps, ça illuminait l'eau sur les carreaux. La seule chose qu'on faisait, c'était mettre le chauffage. La quantité d'eau dans la pièce ne changeait pas du tout parce que vous ne deviez pas les faire. Et vous baissiez l'humidité, vous augmentez la température. Maintenant, on prend de l'air à 20 degrés, 17 grammes par kilo. Vous voyez, 17 grammes pour 1 mètre cube, c'est toujours pas beaucoup. Mais là, on est à 100% d'humidité. C'est donc 1,7% de poids de l'air au maximum. Et à 6,5 degrés, c'est 6 grammes par kilo maximum. Donc, la quantité d'eau dans le maximum que peut contenir l'air dépend bien de la température. C'est pour ça que la zone la plus sèche sur Terre, à votre avis, c'est quoi l'endroit le plus sec sur Terre? C'est pas les déserts, c'est pas, on pourrait dire, le Kalahari, le Sahara, le Gobi, c'est l'Antarctique. Parce qu'il neige un peu, mais comme il ne s'affronte pas, ça s'accumule sur 3 km de, même plus, jusqu'à 4 km, je crois. Mais c'est de l'air très, très, très sec. Puisqu'il est très, très, très froid. Alors, le poids de l'air, à votre avis, alors là, on a de l'air à 20 degrés, c'est la petite partie technique. Après, ce sera peut-être un peu moins léger. 20 degrés, 6 grammes par kilo, 41%. 20 degrés, 17 grammes par kilo, 100%. À votre avis, lequel des deux est le plus lourd ou le plus léger? On a de l'air à 20 degrés, sachant que l'air chaud est plus léger depuis les montgolfières, tout le monde sait. Mais là, vous avez de l'air à 20 degrés, donc température identique. Il y en a un qui a 6 grammes par kilo d'eau et l'autre qui a 17 grammes. À votre avis, lequel est le plus lourd ou le plus léger? Eh non. Eh oui, c'est ça qui est. C'est bien la météo, ça fait jamais. Vous mettez du sucre dans une tasse de café, vous alourdissez la tasse. Là, vous mettez de l'eau dans de l'air et c'est plus léger. Parce que l'air, c'est un gaz parfait, il y a toujours le même nombre de molécules, à pression et température identiques. Donc, quand vous mettez de l'eau, ou vous en évaporez, par exemple, quand il faisait 40 degrés un été, pas si longtemps que ça, sur l'océan, vous aviez 2 litres d'eau qui partaient en évaporation sur chaque mètre carré. Donc 2 kilos d'eau, toutes les heures, sur chaque mètre carré, qui partait dans l'air. Et ça devenait plus léger. Parce que la vapeur d'eau chassait l'air, de manière à ce qu'il y ait toujours le même nombre de molécules. C'est ça. C'est pas en plus, c'est à la place. Et après, on va comparer les densités. Et les densités, elles sont là. L'azote, c'est 1,24 kg par mètre cube, on est toujours en mètre cube, ou 1,24 g par litre, voilà, ici, et 1,42 pour l'oxygène. Et la vapeur d'eau, H2O, 2 atomes d'hydrogène, c'est léger. Donc vous remplacez quelques pourcents de 2 gaz lourds, notamment l'oxygène, par un gaz plus léger, le mélange devient plus léger. Et pourquoi est-ce que c'est important ça?
Mais sans ça, vous n'auriez pas les nuages. Parce que si l'air était plus lourd en se chargeant d'humidité, il aurait du mal à monter. Il aurait du mal à monter, il ne ferait pas de nuages, il ne ferait pas de pluie, il ne ferait pas d'eau douce. Et il ne ferait pas de vie non plus. Parce que la vie telle qu'on la connaît, elle existe à cause de ce cycle de l'eau douce. La preuve du contraire, c'est de l'eau douce qui circule dans nos corps. C'est pas tout salé. Voilà, vous voyez, c'est un petit détail, mais ça a son importance quand même. Donc, vous voyez la différence de poids. On n'a pas grand-chose hein, d'écart, mais c'est suffisant pour provoquer un mouvement vertical. À la même température, l'air le plus humide est le plus léger. Alors, un air qui s'humidifie s'élève plus facilement. Ça, c'est pas tout à fait évident à comprendre, mais maintenant vous avez compris. Et il s'allège, par contre, facilement avec le réchauffement. Ça, on sait. Quand vous chauffez la montgolfière, c'est bien, en effet, c'est le fait que les molécules s'agitent et prennent plus de place, donc la densité diminue et l'air devient plus léger. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on va parler de la couche, de la coupe verticale de l'atmosphère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous notez la température moyenne de la Terre qui est à 15 degrés, qui a été réactualisée à 16 degrés. Et on arrive au haut pour ce qu'on appelle la tropopause, c'est-à-dire le sommet de la troposphère. À chaque fois, on a une pause au-dessus. Au-dessus, on a la stratosphère, stratopause, mésosphère, mésopause, etc. Thermosphère, thermopause, etc. Et nous, on va s'occuper que de cette partie-là. Au-dessus, on trouve quelques nuages. Dans la stratosphère, on va quand même voir un peu la stratosphère. Je ne vous parlerai pas de tout ça parce que sinon, c'est un peu long et puis ça va vous intéresser pour la météo de Paris. Mais la stratosphère, c'est une particularité, c'est que vous voyez, ça se réchauffe. Et au sommet de la stratosphère, on arrive à 0 degré, à 50 km d'altitude environ. Alors qu'ici, à environ 12 km d'altitude, on est à une moyenne de moins 56 degrés. Et pourquoi ça se réchauffe? Parce qu'il y a ça, l'ozone. La fameuse couche d'ozone qui nous protège des UV. Et quand on protège d'un rayonnement, eh bien, on l'absorbe. Donc, on absorbe le soleil, le rayonnement solaire. Donc, c'est pour ça que ça se réchauffe. Ça fait un écran et un écran capte la chaleur. Voilà l'explication. Alors, cette fameuse couche d'ozone, elle a été attaquée pendant quelques années par les CFC, les gaz climatiseurs notamment, et certaines bombes aérosols. D'ailleurs, je vais une petite anecdote pour vous pose. Vous savez qui c'est qui s'est aperçu de ça et qui a fait une loi internationale pour arrêter ces gaz qui attaquaient la couche d'ozone? C'est un couple politique de deux pays différents, auquel on ne pense pas du tout. C'est Margaret Thatcher et Reagan. Parce que Margaret Thatcher était chimiste. Et donc, elle a réussi à déclencher a réussi à bloquer cette. Et il semblerait que maintenant la couche d'ozone se reconstitue. Il y a eu des gros problèmes, c'était en Argentine, dans le sud de l'Argentine, elle était vraiment abîmée. Les enfants étaient obligés de se tartiner de crème solaire pour comprendre des problèmes. Voilà. Donc, nous, on va étudier ça, cette partie-là, avec tous les types de nuages qu'on voit. Au-dessus, on voit quelques nuages nacrés que certains pilotes prennent des fois pour des secours volants, parce que ça a une forme un peu oblongue et très haute, à 25 km d'altitude, mais il n'y a pas de forme. La ligne, il y a un oubli. On me le fait à chaque fois. La ligne de Kármán, 100 km d'altitude, je vous en ai parlé, c'est la limite officielle de l'atmosphère-espace, mais on retrouve quelques molécules très très au-dessus. Bon, après, il y a la ionosphère, la magnétosphère, etc. Mais on n'est plus dans la météo. Alors, les nuages, c'est pas compliqué, au niveau de la formation. Trois causes. Les fronts. Le front froid, le front chaud, l'occlusion, on verra ce que c'est qu'une occlusion. Le front froid, le front chaud, tout est un petit peu quand même. Donc, ça, c'est l'ensemble, ça fait une perturbation. La convection, inconvection thermique ou instabilité thermique verticale,
une fois, je suis sûr que vous savez, il n'y a pas de problème. Et le relief. Alors le relief, c'est-à-dire que quand vous avez un vent de nord qui arrive sur les Pyrénées, l'air va être obligé de monter. Donc, dans les trois cas, il faut qu'il y ait un mouvement vertical. Alors, le mouvement vertical va provoquer un refroidissement. Alors, on pense souvent, j'entends même dans les écoles, ça m'est arrivé de faire ça dans les classes, les enseignants, ils disent c'est parce qu'il y a de l'air froid au-dessus, donc ça condense, ça fait des nuages. En fait, non. L'air qui monte ne se mélange pas avec l'air froid d'altitude. En revanche, il va se dilater, puisque la pression diminue. Et en se dilatant, il va falloir qu'il fasse sa place, parce qu'il y a déjà de l'air au-dessus. Donc, il va faire un travail, et qui dit travail, dit absorption de chaleur. Et le refroidissement va se faire par ce qu'on appelle la détente adiabatique. La détente, c'est comme un détendeur de bouteille de gaz. Hein. Vous savez, quand vous mettez une bombe, même une bombe de lac, une bombe de peinture, le gaz se détend, quand vous l'appuyez dessus, c'est froid. En fait, le gaz reprend du volume, et en reprenant du volume, il est obligé de lutter contre l'air extérieur pour faire sa place. Alors, si vous faisiez ça dans le vide de l'espace, ça n'aurait pas de changement de température, puisqu'il n'y a pas de travail. Si ça se refroidit, c'est parce que l'air doit jouer des coudes pour s'équilibrer avec les pressions extérieures. Voilà la cause de formation des nuages et du refroidissement. Et comme le refroidissement augmente l'humidité, ça vous l'avez vu, on forme les nuages. Voilà les trois causes. Les fronts, un front froid, ici. Alors le front, c'est le point en contact avec le sol, que ce soit le front froid ou le front chaud. Mais la pluie, vous voyez, le front, on va voir ça après, la pluie, elle peut être dans toute cette zone-là. Et elle peut être dans toute cette zone-là. Ça, c'est le point bleu que vous allez voir sur les cartes que je vous montre à la télé, au sol. Mais évidemment, les nuages s'étalent horizontalement, dans un sens et dans l'autre. La convection, on n'insiste plus à cette l'instabilité, les cumulus qui se forment. Alors, ces nuages-là se forment quand vous avez une belle journée d'été. Ils vont se former dès que le soleil va commencer à chauffer le sol. Et le mouvement vertical va se mettre en route, atteindre un certain niveau qui dépend de l'humidité du sol. D'ailleurs, il y a une formule en aéronautique qu'on appelle la formule des SPI, T moins TD par 122. Si vous faites de l'avion, ça peut servir. C'est-à-dire que si vous avez l'humidité et la température, vous êtes capable de dire la hauteur de la base du nuage. Plus c'est sec, plus c'est haut. Et le relief, hein, c'est-à-dire que le vent fait monter l'air le long de la pente, ça va condenser, il va pleuvoir au vent, comme on dit, et de l'autre côté, non seulement il va faire plus beau, parce que toute l'humidité est descendue, mais il va faire plus chaud aussi, parce que l'air humide se condense et absorbe une partie de la chaleur latente de condensation, comme les chaudières à condensation. Mais de l'autre côté, c'est plus sec, donc ça va se réchauffer beaucoup plus vite que ça s'est refroidi. Donc au même niveau, vous allez avoir par exemple, ça c'est ce qui se passe dans les Pyrénées avec l'effet de feu. Vous allez avoir un endroit où il va pleuvoir et il va faire une certaine température. Au même niveau de l'autre côté, il va faire beaucoup plus chaud et plus beau. Les îles sous le vent en Polynésie, c'est de l'autre côté des montagnes. Ok, pas de problème, pas de questions, non? On verra ça tout à fait dans le détail après. Voilà. Alors maintenant, on va voir les différents types de nuages. Alors, des cirrus, ça, c'est des cristaux de glace, hein, c'est très haut, c'est 8 000, 10 000 mètres d'altitude. Alors, quand ils sont organisés comme ça veut dire qu'il y a quand même de l'air chaud qui arrive au loin. Alors, vous savez, on va voir après les pentes des fronts, mais c'est quelques pourcents. Donc, on peut voir ces nuages-là à l'avant d'un front chaud, surtout. Qui est l'avantage du front chaud, c'est qu'on peut le voir arriver. Alors qu'un front froid, quand vous êtes en mer, il est quelquefois un peu sournois. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nuage précurseur. Ce que vous allez avoir, c'est la baisse de pression qui va apparaître. Des fois, ça apparaît 1 heure ou 2 avant la vibration. C'est ça. Le problème des fronts froids, c'est qu'ils sont un peu
disons, ils n'arrivent pas surprise. Ça peut. Alors ça, c'est des cirrostratus. Quand il y a un front chaud qui arrive, c'est le nuage suivant. Si vous regardez bien, vous voyez un halo ici. C'est la lumière qui est décomposée, ça fait un cercle blanc. Alors c'est pareil, on est dans les nuages élevés. Tout ce qui est cirrus, c'est nuages élevés. Ce sont des cristaux de glace et ça ne donne pas de précipitation. Vous passez en avion à l'intérieur, il se passe rien. Les cirrocumulus, alors ça veut dire qu'il y a un peu d'instabilité. C'est-à-dire que c'est un peu de la tôle ondulée. On est toujours dans les nuages élevés, cirrus. Ça turbule un peu quand même. Même si dans un avion de ligne qui rentre là-dedans, ça turbule un tout petit peu. Ça bouge. Mais ça ne donne toujours pas de précipitation. De toute façon, les nuages cirro ne donnent pas de précipitation. Tout ce qui est cirrocumulus, cirrostratus, cirrus. Là, en nuage moyen, là, on est dans la couche en dessous. On est entre 2500 et 4-5 000 mètres d'altitude. Et là, on commence à avoir de la pluie. Alors, il faut savoir qu'il y a un phénomène qui est assez difficile à faire en laboratoire, c'est de l'eau surfondue. C'est-à-dire que vous pouvez refroidir de l'eau à des températures négatives, jusqu'à moins 10 degrés, et ça reste liquide. Mais il faut de l'eau très pure, il faut descendre tout doucement, il ne faut pas qu'il y ait de vibration, il ne faut rien du tout, et vous arrivez à avoir de l'eau liquide à des températures très basses. Et vous prenez un crayon, n'importe quoi, et instantanément, ça se transforme en un bol de glace. Il faut savoir que la surfusion est très fréquente dans l'atmosphère. Et ça, les avions n'aiment pas trop. Parce que si vous rentrez dans l'air à moins 7, moins 8 degrés en eau surfondue, ça vous fait une couche de glace sur les ailes de l'avion, c'est pas très pratique, ça alourdit. Voilà, ça altostratus, ça donne de la pluie, ça peut donner de la neige. Sachant aussi que la plupart des précipitations se forment dans le nuage en ce qu'on appelle les dropples, c'est un mélange de neige fondue ou carrément de neige. Mais les précipitations se forment souvent entre 0 et moins 10 degrés. Donc, dans le nuage, c'est souvent, même la pluie qui tombe actuellement, elle s'est formée dans un nuage où c'était quasiment un peu de la neige, à 5-6 mm d'altitude. Les altocumulus, ceux-là ne sont pas bien méchants. C'est pareil, c'est entre 4 000 et 5 000 mètres. Le stratus, bon, ben ça, c'est pas autre chose qu'un brouillard, mais un peu en altitude, à 200-300 mètres d'altitude. Ça donne de la bruine, et ça peut se former en dessous un nuage qui donne de la pluie. C'est-à-dire qu'il pleut un nuage assez élevé, et ça se révapore un peu, ça se recondense et ça fait ça. Ça, en aviation, pas trop, surtout quand on les a pas vus arriver. C'est un peu gênant. Mais c'est pas autre chose qu'un brouillard à quelques centaines de mètres d'altitude. Le stratocumulus, alors ça, c'est le nuage vraiment passe-partout. C'est un nuage, il y en a beaucoup aux Açores. Alors pourquoi en plein milieu d'un, souvent même quand c'est avec des pressions à 1040 hectopascales, c'est assez blindé de stratocumulus. Ben, c'est maritime, donc air humide, évaporation, et ça monte pas très haut puisque au-dessus c'est l'anticyclone. On va voir après qu'un anticyclone c'est de l'air chaud d'altitude. Donc ça empêche les mouvements verticaux. Ils disent un couvercle avec une patate anticyclonique avec un couvercle. C'est-à-dire que ça étale les nuages qui se forment parce que c'est humide, et c'est pas méchant, mais ça rend le ciel nuageux. Voilà. Et ça peut être aussi le signe d'un cumulus qui disparaît le soir. Le cumulus se forme dans l'après-midi, par exemple, et il disparaît le soir, il va commencer à s'aplatir avant de disparaître. Alors voilà, les cumulus, bon, c'est une instabilité gentille. Alors il y a différents types de cumulus. Il y a les humidis, c'est tout petit, les médiocris qui donnent des averses, et les congestus qui donnent des grosses averses, sachant que le stade futur, c'est le cumulonimbus qui donne des averses orageuses. Alors le petit, humidis, le congestus, il n'y a pas de microcris, on appelle clairement le congestus. Alors, donc ces nuages-là font quelques centaines, ça dépend des types de nuages, mais plutôt 1000 mètres d'épaisseur certains. Alors, pour avoir une idée du poids d'un nuage, bon, déjà un nuage, c'est essentiellement de l'eau, pas de l'eau, de l'air. C'est essentiellement de l'air.
Alors un exemple, un cumulus de 500 par 500 par 500 mètres cubes, un volume de 125 millions de mètres cubes, avec une moyenne de 3,2 grammes d'eau par mètre cube. Pas grand-chose. Il pèse 150 000 tonnes, et sur les 150 000 tonnes, il y a 149 600 tonnes d'air, et seulement 400 tonnes d'eau tout de même. Et tout est relatif, mais enfin 400 tonnes d'eau, c'est quand même, quand ça tombe d'un coup, ça peut être embêtant. Et vous voyez, les proportions sont quand même à l'avantage de l'air, hein, bien sûr. Alors, le cumulonimbus, c'est le plus intéressant. Sauf sur notre dessous, en pleine mer, il n'est pas équipé pour le supporter. Ça, c'est le nuage d'orage, par excellence. C'est le stade supérieur du cumulus congestus. Et il a une forme particulière qu'on voit très bien, on va voir après dans les images. Et il s'étale au niveau de la tropopause, parce que la tropopause, c'est l'air chaud en altitude, on rentre dans la stratosphère. Donc le nuage va ressembler à un gros cumulus, et c'est un peu comme si vous aviez une fumée qui monte dans une pièce, à un moment donné, elle s'étale sur le plafond. Et bien le nuage va prendre cette forme caractéristique d'enclume. Quand il est isolé, on peut l'éviter. Les avions maintenant ont des radars à bord, quand ils les voient, ils sont de haut. Quand ils sont noyés dans une perturbation, d'ailleurs, je vais en profiter avant que j'oublie, quand vous entendez dans un bulletin météo des pluies orageuses, c'est là-dessus aussi que j'ai insisté sur le vocabulaire. Vous entendez des pluies orageuses. Les pluies orageuses, c'est des pluies. Vous êtes quasiment certain d'avoir des pluies. Et dedans, vous allez avoir des orages. Donc, c'est pas certain qu'il y ait de l'orage, mais c'est certain qu'il y ait de la pluie. En revanche, quand on vous parle d'orage, c'est une probabilité. C'est-à-dire que l'orage, c'est comme un champignon, ça pousse à des endroits un peu sans terre, mais on n'est pas très à l'aise pour savoir où et quand. On prévoit le terrain, et après on surveille au radar pour voir où ça se trouve. Mais quand on vous dit pluie orageuse, c'est déjà que vous êtes sûr d'avoir de la pluie. Le mot pluie, c'est-à-dire un risque d'estimer entre 80 et 90% quand vous avez de la pluie dans un terrain. Par contre, tout ce qui est inverse, là on est dans la probabilité. Et c'est quelquefois 10%, 20%. Et c'est sur toute ma carrière, j'ai entendu, vous avez prévu des alertes sur ma mais voir, on les voit au radar, on peut mémoriser les images, là. Si on les casse tous dans le coin de la carte, ça fait 10-20% de la surface totale. Donc, rappelez-vous que le mot inverse, c'est une probabilité. Alors, voilà un cumulonimbus calvus. Alors, contrairement à l'homme, le cumulonimbus calvus est plus jeune. Il est chauve, calvus, c'est bien qu'il est chauve. Alors que le cumulonimbus capillatus, lui, il a des cheveux, il est plus vieux. C'est le contraire, vous voyez. Et il est capillatus parce qu'il s'étale au niveau de la tropopause tout en haut. Donc ça fait peut-être 12 km de haut. Hein. La photo est prise peut-être à 50 km. Donc évidemment, en mer, vous voyez ça, vous allez ailleurs. Inutile de vous le dire. Alors que le problème, c'est par quel côté on évite. Alors ça, il faut quand même je tenté de vous dire ici, les gros orages viennent du sud-ouest, la plupart du temps. Donc, ça dépend à quel endroit vous êtes engagé. Si vous passez devant ou derrière, ça c'est une question d'analyse. Je dirais récapitulatif sur l'image. Voilà. Vous avez les altitudes ici, 9 000 mètres. Mais, alors, dans les zones tropicales, c'est plutôt 14 000 mètres. Et ça monte très très haut. Parce que la tropopause dans les zones tropicales est froide et haute, et la tropopause dans les zones froides, au niveau du pôle, est basse et chaude. Voilà. Une petite pause, vous avez des questions? Ça va? Ça passe? Bon. Alors, on va voir maintenant une coupe de perturbation. Ça, c'est un petit truc que je me suis amusé à faire. C'est très simple, un peu trop, mais l'avantage, c'est que c'est simple. Voilà. Alors, vous avez de l'air froid, vous avez de l'air chaud, vous avez de l'air froid. Ici, par chez nous, on est dans les zones tempérées, comme on dit.
C'est-à-dire un coup, on a de l'air froid qui descend, un coup, on a de l'air chaud. Et donc, l'air froid et l'air chaud ne se mélangent pas. Là, on est sur le plan vertical. Là, si vous avez une poussée d'air froid étant plus lourd, il va avoir tendance à glisser sous l'air chaud et le soulever. Mais en comprimant, l'air chaud, lui, il est un peu passif dans l'affaire. L'air froid de devant est aussi un peu passif. Ce qui est actif, c'est l'air froid de derrière, qui pousse un peu tout le système. Donc vous allez avoir un mouvement vertical ici et un mouvement vertical ici. Ici, vous allez avoir le front froid. Ici, vous allez avoir le front chaud. Et vous voyez que dans les deux cas, c'est l'air chaud qui est soulevé. Voilà une coupe. Alors, le front froid, la ligne au sol est là. Alors, les pluies sont dans l'air chaud, puisque c'est l'air chaud qui est le carburant. L'air chaud est humide, vous savez, et le comburant, l'air pousse, c'est derrière. Okay. Et là, vous avez on verra ce que c'est qu'un ciel de traîne. Ouais. En ce moment, c'est ce qu'on a, on se voit en juillet de mars. De l'autre côté, c'est la même chose, c'est l'air chaud qui est soulevé, et cette fois-ci, alors j'avais trouvé comme exemple, ici, un crayon sous un tapis. Vous soulevez le tapis, poussez, et ça se soulève de bas. Et là, ça serait plutôt un plan incliné comme un tonneau où vous roulez sur une planche. On va voir ce comme explication. Mais vous voyez, dans les deux cas, c'est toujours l'air chaud qui est soulevé. Alors par contre, on va voir une chose importante. La pente, elle est extrêmement exagérée ici. Vous voyez, on a une pente, je ne sais pas, ça fait 20, 30 degrés, en fait c'est 1%. C'est-à-dire que les premiers cirrus qui sont ici, si ici on est à Brest, les premiers cirrus, ils sont à Strasbourg. Parce qu'il y a une pente de 1%. Et c'est l'avantage du front chaud, c'est que vous avez le temps de voir arriver. Vous allez avoir des cirrus, des cirrostratus, des atostratus, il va commencer à pleuvoir. Les pluies sont souvent assez longues et modérées. Enfin, ça dépend un peu. Ça dépend du carburant. Hein. Tout ça, c'est standard, ça c'est pratique. Mais si l'air est bien humide, il va pleuvoir beaucoup, plus ou moins. Il n'y a pas deux perturbations identiques. Et vous voyez la largeur de la pluie ici, elle est même un peu trop large ici. Quelquefois, le front froid, il est plus étroit que ça. Et le front froid, lui, la pente est de 2%. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on est sur 1000 km ici, et là, on a 10 km d'altitude. C'est rien. C'est vraiment très plat. Quand on regarde une photo satellite de l'atmosphère, on a l'impression que les nuages sont collés sur la Terre. Hein. Ça se joue sur les 10 premiers kilomètres. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle une vue spatiale, vue du dessus. Ça, vous voyez ça souvent à la télé. Hein, vous avez commencé à avoir un peu l'habitude de ça, un front chaud, un front froid, et une occlusion. Alors l'occlusion, c'est un peu plus compliqué à comprendre, on verra après. Mais ici, vous avez ce qu'on appelle le secteur chaud, c'est l'air chaud qui est entre les deux, cette zone-là. La coupe qui est ici, elle est là, la coupe 1, c'est celle qu'on a vue avant. Et la coupe 2, c'est ici. Alors, on appelle ça une occlusion parce qu'en fait, l'air froid qui est plus dynamique, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qui a envie de bouger là. L'air froid d'avant, il n'a pas trop envie de bouger. L'air chaud de dedans, il n'a pas envie de bouger. Et ce qui bouge, le moteur, il est de derrière, ça pousse. Donc, cette zone-là va se rétrécir petit à petit. Et à un moment donné, l'air froid a complètement soulevé l'air chaud. Donc, on se retrouve avec de l'air chaud qui continue de pleuvoir, puisqu'il continue d'être soulevé quand même. Hein. Mais il n'y a plus de limite d'air chaud au sol. On appelle le secteur chaud. Il n'est plus observé, donc on se retrouve avec de l'air froid ici et de l'air froid ici. Et l'air chaud en altitude qui continue de donner de l'air chaud. Ça s'appelle une occlusion. Et elle a une bonne idée de s'enrouler autour de la dépression et souvent associée à tout ce système. Et les cirrus ici. Et là, tous les petits points blancs, là, c'est les cumulus, et c'est ce qu'on appelle le ciel de traîne.
et qui est une vraie plaie pour un météorologiste, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il va y avoir une averse. Surtout quand vous faites la maintenance, enfin, disons la sécurité du Grand Pavois, ou alors les francophonies, par exemple, et qu'il y a un orage sur l'île de Ré. Vous savez, des fois, c'est un métier passionnant, hein, c'est pour ça que je fais ça. Mais il y a des jours, c'est quand même un peu compliqué, parce que ça joue sur la sécurité, et ça joue aussi sur l'assurance et sur le dire. Donc, vous voyez, tous ces petits points blancs, ce sont des averses. Alors, on arrive à les voir avec les radars, mais un quart d'heure, une demi-heure avant, peut-être, parce qu'en plus, ça se forme. C'est-à-dire qu'un ciel clair, à un moment donné, va former un cumulus assez vite, et une demi-heure après, il va se mettre à précipiter. Ça, c'est le problème de ce type de temps. Ce qui est pratique en météo, c'est les fronts froids bien clairs. Et ceux-là, on arrive à les voir un peu près bien, ça dépend. Après, on va voir le champ de pression, parce que tout ça est associé avec des dépressions de l'anticyclone. Une perturbation est associée à une dépression, puisqu'en fait, la dépression va être le signe du mouvement vertical de l'air chaud. L'air chaud étant soulevé, il est soulevé, ça fait un trou en dessous, si vous voulez. Et donc, tout ça est associé. Le mouvement vertical va provoquer une baisse de pression. Alors, quand c'est au-dessus de 1015 hectopascales, on est en condition dite anticyclonique, c'est-à-dire des pressions élevées. Et quand on est en dessous de 1015, on est en situation dépressionnelle. Et avec ce système-là, on va avoir des perturbations qui ne sont pas passées là-dessus, mais qui vont s'enrouler autour de la dépression, comme on a vu tout à l'heure, avec un front chaud, qui peut être par ici, par exemple, un front froid qui va être par là, et l'occlusion qui va s'enrouler. La dépression faisant la synthèse de l'air chaud qui se soulève dans tout le système. Alors, on retrouve les mêmes termes qu'en montagne. Alors, on va avoir un col comme en montagne, un talweg, c'est un emplacement d'une vallée. C'est une vallée, une prolongation d'une dépression, on appelle ça un talweg. Un col, c'est une prolongation d'une montagne, avec un passage. Voilà, c'est à peu près les mêmes. Alors, ils sont tracés de 5 en 5, et on va voir après pour le vent, parce que plus ces lignes sont serrées, plus il y a de vent. Oui. Alors, en fait, tout ça, ça se fait. Alors, moi, maintenant, je pense que je fais toujours pareil. On pointe des cartes sur lesquelles on met toutes les stations au sol, sur cette surface-là, par exemple. Et on va tracer sur chaque point, on va mettre pression, température, humidité, l'état de nuages, le vent, tous les paramètres météo. Et avec ça, on va repérer les flux. Alors, on va, par exemple, un front froid typique, vous allez avoir une hausse de pression derrière le front froid. La pression remonte. Et attention, on fait bien de parler de ça, c'est pas quand la pression remonte que le vent s'est calmé. Il y a une grosse tempête, par exemple. 80% des vents de tempête sont enregistrés paramètres remontants. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, ça y est, c'est passé, la pression remonte en flèche, ça y est, on est derrière. Alors on est derrière, mais la pression remonte, et ben, c'est comme une vague. C'est pas dans le creux de la vague qu'il y a des problèmes. C'est quand ça vient reboucher le trou. C'est-à-dire que la pression remontant, si elle remonte très vite, eh bien le vent au maximum que je vous ai dit va être enregistré au moment où la pression remonte. Donc en fait, on fait une analyse et on trace des cartes, on joue, on montre après. C'est une carte d'analyse. Alors ça, c'est les situations standards. C'est tellement standard que ça arrive assez rarement. C'est la situation, quand même un anticyclone au niveau des Açores. Alors pourquoi, par exemple, on va parler de l'anticyclone des Açores, et puis alors, il y a un autre anticyclone, c'est celui-là. Pour nous, ça serait par exemple l'anticyclone de Sainte-Hélène, et nous, c'est l'anticyclone des Açores. Mais il y a une ceinture d'anticyclones plus ou moins stable autour de la Terre, de chaque côté de l'équateur. Donc pour nous, Açores, au sud, Sainte-Hélène. Et
Et en fait, ce sont des cellules convectives. On peut comparer à ça à la convection comme la stabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir au niveau de l'équateur, où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de mouvements verticaux. Avec la force de Coriolis, qu'on va voir après, c'est dévié vers le nord, dans l'hémisphère nord, et c'est dévié vers le sud, dans l'hémisphère sud. Et en étant dévié vers le nord et vers le sud, ça va se refroidir. Donc ça va redescendre. Et en redescendant, ça appuie, ça fait une ceinture d'anticyclone. Et c'est dans ces zones-là qu'on va retrouver les grands déserts qui correspondent à l'anticyclone des Açores correspond au Sahara, par exemple, à la même latitude, puisque ce sont des zones de subsidence, c'est-à-dire des zones où l'air redescend, puisque les zones de convergence provoquent des mouvements verticaux, donc des nuages, des perturbations. Et dans l'autre sens, c'est le contraire d'instabilité, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ça monte, ça humidifie, quand ça descend, ça assèche. Et donc on a une ceinture comme ça, dans l'hémisphère nord, une ceinture. Après, on va voir la direction des vents qui est complètement inversée. Et on a l'effet à peu près comparable. Vous avez de l'air froid qui descend du cercle polaire, mais qui, en descendant vers le sud, va se réchauffer. Donc, il va remonter. Et ensuite, il va faire une boucle. Et nous, notre système, sur notre Europe, en France, Europe, on a ce qu'on appelle un climat tempéré, c'est-à-dire de temps en temps, on est dans cette zone-là, et de temps en temps, on est dans cette zone-là. C'est-à-dire sous l'influence de dépression ou sous l'influence de anticyclone. Dépression, ça veut dire qu'elle monte, anticyclone, c'est qu'elle descend. Voilà, selon la saison. Mais alors, justement, la saison, avec le soleil, comme vous avez vu sur la Terre tout à l'heure, le soleil, l'équateur météorologique bouge selon l'inclinaison de la Terre. Donc, l'anticyclone qui est là, il a tendance à monter en été. Tout ça est incliné. Et donc, on va avoir une poussée d'anticyclone des Açores qui correspond à la saison des pluies au niveau des tropiques. Puisque la saison des pluies, c'est pas beau quand il fait chaud. Dans les zones tropicales, le mauvais temps, c'est quand il fait chaud. Et bien, ce mauvais temps, quand il fait chaud, va laisser toute son eau en montant, être déviée vers le nord et redescendre et nous faire un tel anticyclone. Voilà pourquoi on a ce positionnement d'anticyclone qui monte et qui descend selon les saisons. Et la même chose dans l'hémisphère sud. C'est clair, des explications, Clara? Alors, les courants de jet, en fait, ça, c'est vraiment de la thermodynamique, mais bon, je vais un peu plus loin. Les courants de jet, c'est des vents qui sont formés à cause des différences de température. Et on a des vents environ 8-9 mm d'altitude qui tournent tous autour de l'air froid. Mais comme la force de Coriolis qu'on va voir après est inversée dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, ils sont tous d'ouest en est, y compris dans l'hémisphère sud. Ce qui fait que quand les avions veulent faire le tour de la Terre, ils font souvent, quand ils peuvent, ils vont souvent de l'ouest vers l'est. Que ce soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et on va voir après l'influence de ça sur les perturbations. Notamment la tempête de 99, où il y avait un jet à 400 km/h. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu 2 tempêtes. À quelques jours d'intervalle. D'où Martin, je ne sais pas si vous étiez dans le coin à ce moment-là, je pense que en fait, il y avait un point commun entre les 2 tempêtes de fin décembre 99, c'était ce vent fort d'ouest qui accentue le mouvement vertical, c'est-à-dire qui creuse les dépressions. Alors après, pourquoi? Alors, la force de Coriolis, oui, ça a été découvert quand même, c'est pas d'aujourd'hui, il y en a qui avaient l'idée quand même pour avoir trouvé ça. Ça date de M. Buys-Ballot, un Hollandais, en 1800, soit l'automne de 1850, il s'est aperçu que quand il y avait une dépression, le vent tournait dans le sens inverse des aiguilles des montres autour d'une dépression. Alors, j'en profite, hein, je vous dis, les lavabos. Vous savez, l'histoire des lavabos qui portent dans le sens sur le nord et sur le sud. Ça, c'est une légende. Parce que c'est rentré des esprits. Non, les lavabos, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, un lavabo, c'est jamais en équilibre.
Donc, quand vous videz la bonde, il y avait déjà un petit mouvement qui se fait plus ou moins selon la forme des lavabos. Et au fur et à mesure que ça se vide, ça accélère. C'est un peu comme un patineur sur glace qui resserre les bras. Vous savez, de temps en temps. Et si vous forcez avec le doigt au départ, vous faites un mouvement dans le sens que vous voulez, il va le garder jusqu'au bout. Et peut-être que si vous. Alors, je me suis renseigné quand même. Ça a été fait en un laboratoire. Ils arrivent quand même. Ça, j'aurais jamais vu. Ça, c'est vraiment une erreur de ma part. Je dis normalement, coupez votre téléphone. Et le mien, je ne l'ai pas coupé. Si vous n'en voulez pas, là, s'arrêter. Voilà. Ouais, musique originale, quand même. Excusez. Alors, donc, pour en venir au vent, il tourne dans le sens inverse des aiguilles-luminantes dans l'hémisphère nord, ici, et autour des dépressions, et dans le sens des aiguilles-luminantes autour des anticyclones. Et ça fait un petit angle. Alors, plus c'est serré, plus l'angle est faible. Alors, on peut considérer que quand il y a un gradient, on appelle ça le gradient, le resserrement, très très fort, le vent est carrément parallèle aux isobars. Et notamment, il l'est en altitude. Il est carrément parallèle aux isobars parce qu'il n'y a pas les forces de frottement. Voilà. Donc ça, si un jour vous faites de la navigation et vous avez des cartes, vous arriverez à déterminer la force du vent en fonction du resserrement des isobars. Un anticyclone, oui, ça tourne dans ce sens. Alors, un resserrement identique des isobars, on a davantage de vent dans les basses latitudes et avec une courbure anticyclone. Ça, je vous explique ça, mais ça se démontre par la thermodynamique. Mais si vous voyez une carte avec ce même resserrement ici que là, eh bien vous aurez plus de vent dans l'anticyclone, notamment s'il est au sud, que là. Mais bon, maintenant, dans les cartes météo, le vent est pointé comme ça, il n'y a pas de problème d'interprétation. Alors, bon, le vent, c'est la direction du vent. Qui est en degrés, rose de 36 pour les points cardinaux, c'est la direction d'où il vient, évidemment. Le nord vient du nord, ça c'est très simple. Bon, ça je pense que vous faites la navigation, vous savez ça. La conversion, 1 mètre par seconde, c'est 1,9,4 nœuds, soit 3,6 km/h. Alors, il y a un moyen pour faire la conversion. La valeur en nœuds, c'est multiplié par 2 mètres par seconde, et la valeur en km/h, c'est la valeur en nœuds par 2 moins 10%. Voilà. Les pointages sur les cartes. Voilà. Une direction, sud-ouest, et là on a 15 nœuds. Là on a de l'est 20 nœuds. En ouest. Là on a 55 nœuds. 50 nœuds. Donc plus un plus une demi-barbule, ça fait 55. Alors, ça, ces cartes-là, vous les voyez de temps en temps, je pense, sur Internet ou dans les cafés. Alors voilà les cartes isobariques, on appelle ça les cartes isobariques, prévues. C'est-à-dire que ici, vous avez l'échéance. Vous voyez des isobars avec une belle dépression, une distande, avec les forces de vent, l'anticyclone, avec la valeur centrale, la rotation des vents, les alizés, le plus bas quand même. La situation suivante. Alors en fait, vous voyez, il y a deux choses qui se passent. Les vents changent et les centres aussi se déplacent. C'est-à-dire que si vous voulez faire une analyse pour une navigation, bon, maintenant tout ça c'est fait. Mais ça, c'est à l'ancienne. En fait. Vous voyez que le centre dépressionnaire bouge. Il est là. Il est là. Donc il faut interpoler un peu entre tout ça. Et vous voyez que le vent, il est à 55 nœuds ici. Et après, de 55 nœuds.
Alors, donc tout le système s'est décalé, ça veut dire que la dépression perd un peu en activité et que l'anticyclone gonfle un peu aussi. Donc tout ça, faut prendre c'est des photos de situation et il faut les interpoler entre les deux pour savoir à quoi s'attendre. Enfin, c'est simplement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau des déplacements. Voilà. Alors voilà une carte, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, une carte d'analyse globale. C'est vraiment un résumé, c'est pas là-dessus que c'est travaillé, c'est là-dessus qu'on va pointer les fonds. Alors vous voyez la date, hein. Ça vous dit quelque chose? Et là, vous avez ce petit triangle là, marron. On va en retrouver un autre. Ça, c'est le jet. On voit qu'en fait, le jet est associé à la dépression. C'est-à-dire que maintenant, on sait que quand le jet est juste au-dessus d'une dépression, en fait, c'est pas le jet lui-même, c'est la sortie gauche du jet. Ça, c'est de la thermodynamique. En fait, c'est le jet qui s'écarte. Et il fait un trou en altitude, et le trou va provoquer le mouvement vertical. Donc tout ça, c'est fait maintenant. Mais on sait très bien que la présence d'un jet rapide en altitude, ça peut créer une dépression explosive. C'est-à-dire que la dépression, on avait vu arriver à 2010, c'était pas trop mal vu, c'est 99. 99, il faut s'y avoir pour cette situation-là. Donc, maintenant, tout ça est fait par les calculateurs. Et j'en profite pour vous dire que même le boulot moi j'étais ingénieur, j'étais chef technicien, en prévisionniste, le boulot d'analyse des modèles fait par ailleurs. Comme dans beaucoup de métiers, il va y avoir énormément de changements. Pour le moment, ça marche. Ça marche moyen, on va dire. Ça, c'est autre chose. Mais ça finira par marcher. Parce que l'IA apprend et il arrive à avoir de l'expérience. Et très vite. Voilà, donc ça c'est une carte de travail. On va voir là-dessus, par exemple, l'étude de l'Olympus. Il y a ce qu'on appelle des pseudo-fronts. De temps en temps, vous voyez ça, vous l'avez dit en pointillé. C'est-à-dire que c'est des limites de masse d'air, mais qui ne sont pas actives. C'est-à-dire que vous avez là-dedans, vous n'avez rien. Il n'y a pas de nuages. Et si jamais ça rencontre des conditions, ce qu'on veut, qui vont réactiver le système, ben là, ça va devenir actif. Donc, en fait, on repère les fonds, les pseudo-fonds, et puis on les suit quand même, de manière à ce qu'on puisse anticiper leur évolution. Alors, on va parler de la météo de l'océan. Température moyenne de l'océan en surface, 17,5 degrés, moins 1,5 dans les eaux polaires et 27,5 dans les eaux tropicales. Mais la moyenne, c'est 3,5 degrés, c'est pas chaud. En fait, l'eau est chaude en surface, en profondeur, c'est froid. La météo marine, c'est l'océan. Et c'est aussi les premiers mètres de l'océan. Parce qu'en fait, pour faire la modélisation météo, il faut connaître les courants marins et la température de l'eau. Puisque la température de l'eau joue énormément sur l'évaporation. Donc, inutile de vous dire que la modélisation a encore des progrès à faire. Parce qu'il faut intégrer tous les courants marins. Alors, il y a aussi l'IA, mais il y a aussi les ordinateurs quantiques qui sont en train de. Moi, je ne les verrai pas, mais d'ici quelques dizaines d'années, ça sera sans doute quelque chose d'assez courant. Et c'est les vitesses de calcul qui sont pas. Mais il y a un gros problème de la météo, c'est la mesure. Parce que vous avez beau avoir des systèmes informatiques qui sont très performants, si vous ne savez pas le temps qu'il fait, ça ne va pas marcher. Donc les satellites font des choses, mais par exemple, le France 1, moi je ne vais pas aller dessus, mais c'était des moyens de mesure qui étaient très fins. On arrivait à avoir les répartitions verticales de la température et de l'humidité à des points précis. C'est sûr qu'il en aurait fallu beaucoup. Donc le problème, ce sera la mesure. Le calcul informatique, lui, va y arriver. Alors, on va parler qu'il y a des coefficients de marée.
Alors, vous savez qu'avec un même coefficient de marée, vous pouvez avoir un niveau d'eau qui est différent. Ça, c'est ce qui est intéressant de regarder, c'est la hauteur de la mer. C'est pas le coefficient. Vous allez voir pourquoi. Alors, il faut des références. Le zéro hydrographique, c'est le niveau le plus bas des basses mers. Le marnage, c'est la différence entre la hauteur d'eau, marée haute et marée basse. Le zéro IGN, alors c'est pas encore pareil, c'est le niveau moyen de la mer à Marseille. C'est ce que vous avez sur les cartes. Et vous avez une valeur U qui sert pour le calcul du coefficient de marée, qui est une valeur fixe de 6,1 mètres. C'est la moyenne de marnage pour les marées de ville haut d'équinoxe à Brest. Voilà l'origine des calculs des coefficients de marée. Donc, voilà comment ça se calcule un coefficient de marée. Donc, on a 120 maximum et 20 minimum. Mais comme c'est le marnage qui fait le calcul du coefficient, c'est-à-dire la différence de hauteur de la marée haute et de la marée basse, vous pouvez avoir une différence qui est plus faible et une hauteur de marée haute plus forte. Donc, vous allez avoir un coefficient de marée qui peut être identique ou plus bas et une hauteur d'eau de marée haute, c'est ça qui nous intéresse ici. C'est quand ça déborde. C'est avoir la hauteur d'eau maximale. C'est ça qu'il faut bien. Pour les courants marins, on en connaît un, c'est le Gulf Stream. Vous remarquerez que le sens de rotation des anticyclones, les courants marins sont d'origine météorologique. C'est-à-dire que, vous voyez ici, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ça remonte, et hop, on a le Gulf Stream au-dessus. Donc tout ça, ça se moque de l'équateur, hein, ça passe carrément. Et on va avoir le plus connu, bien sûr, le Gulf Stream, hein, qui est aussi. Il y en a plein d'autres. Il y en a celui-là aussi, qui est très connu, un volt, et puis le courant des aiguilles aussi. On va voir après pour les vagues, je ne sais pas si j'ai une carte, mais vous savez, les vagues scélérates, vous avez déjà entendu parler de ça. Les vagues scélérates sont formées au niveau des croisements de courants ou de houle. C'est-à-dire quand vous avez une mer déchaînée, vous avez de la houle qui arrive d'un côté et de la houle qui arrive de l'autre côté, vous allez avoir un croisement qui va se produire à ce moment-là. Et vous allez avoir une vague qui va monter et qui va disparaître, aussi vite qu'elle est apparue. Seulement si vous êtes là à ce moment-là, c'est dommage. Et ça, c'est un gros problème de sécurité pour les bateaux. Parce qu'officiellement, les vagues les plus hautes, c'est 15 mètres. Mais on sait que les vagues scélérates, c'est beaucoup plus haut. Et ça pose un gros problème pour les assurances. Parce que le problème, c'est que les bateaux n'ont même pas le temps de dire quoi que ce soit. Le bateau, il est submergé, et puis il n'y a même pas d'affaire bateau. Il y a des zones, vous savez qu'il y a des zones qui sont assez favorables à ce genre de choses. Notamment du côté du sud, hein, dans l'Antarctique, où il y a des grands courants. Voilà. Alors bon, pour revenir à des choses plus simples, les tableaux de force Beaufort, je vous l'ai dit, mais ça. Alors si on peut insister sur une chose, on ne dit pas des rafales à 5 Beaufort. On dit 5 Beaufort, c'est 16-20 nœuds, force moyenne. Et on va mettre des rafales à 30 nœuds. On ne va pas dire 5 Beaufort, rafales à 7. Les vents Beaufort, c'est des vents moyens sur 10 minutes. Il faut que ça dure au moins 10 minutes. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, le reste, vous connaissez. Alors, les brises thermiques, vous connaissez les brises thermiques, c'est dû à la différence de température entre la Terre et la mer. La brise de mer, c'est pas compliqué, vous avez dans la journée le sol qui se réchauffe et la mer qui bouge pratiquement pas. Entre midi et minuit, il y a quelques dixièmes de température en surface, à peine. Donc, vous allez avoir un trou, ici, à se former, qui va d'ailleurs faire gros cumulus. C'est un moyen de savoir ça, si la brise va se lever. C'est-à-dire qu'il fait une très belle journée, vers 10 heures, vous voyez les premiers cumulus qui apparaissent. Il ne faut pas qu'il y ait un vent, comme il y a beaucoup quand il fait très beau ici, il en reste bien établi, là, la brise, vous n'en aurez pas. Mais si le vent est faible, vous allez avoir les premiers cumulus qui se forment vers 10 heures, et à 10h30, vous allez avoir une petite brise qui se lève. Alors, elle va se lever souvent au sud-ouest,
puis, aux fin de journée, elle va monter jusqu'à 3 Beaufort, 4 Beaufort, jusqu'à 5 Beaufort. Ça arrive notamment au mois de mars, avril. L'air est bien dynamique. Et avec une rotation au nord-ouest. C'est un classique, ça. C'est-à-dire petite brise en fin de matinée ouest-sud-ouest, une belle journée. Alors, bien entendu, ça arrive souvent, mais c'est pas systématique, hein, forcément. Il y a toujours des variantes. Alors, 4 Beaufort, voilà. Et la brise de terre. La brise de terre, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la nuit, la terre se refroidit, l'air a tendance à être plus lourd, et le mouvement vertical va se faire à ce moment-là sur l'océan, puisque l'océan est toujours plus chaud que la Terre à ce moment-là. Et elle est beaucoup plus faible. Alors c'est pratique quand on fait du vélo pour aller sur l'île de Ré, c'est que vous débrouillez d'avoir la brise de terre pour y aller, et la brise de mer pour revenir. Vous connaissez le système. L'extension verticale, ça c'est pour que vous l'avion. Horizontale, on peut avoir de la brise jusqu'à Surgères. On arrive à le sentir. Là, c'est beaucoup plus limité dans la brise de terre. Moins dynamique. Petite photo, je suis d'origine normande, donc vous voyez les effets de la brise sur les côtes, c'est-à-dire que c'est symétrique. Alors ça, c'est les gens de l'île de Ré disent l'île chasse les nuages. En fait, c'est plutôt la mer qui fait qu'il n'y a pas de brise vraiment marquée. Et ici, là, sur le Cotentin, vous avez des zones côtières qui sont dégagées des deux côtés. Les cumulus sont que dans le milieu. En fait, vous avez une brise d'est d'un côté et une brise d'ouest de l'autre. Le thermique qui se met selon l'orientation de la côte. Et vous voyez que là, les cumulus sont assez développés. Alors ça, c'est un petit exemple pour chez nous. Le front de brise qui se lève dans la matinée, fin de matinée. Alors ça va commencer à apparaître un peu par là, vous voyez, cette petite forme. Et puis le soir, bah, ça c'est la... Alors les cumulus se forment sur la côte, ici. Et en fin de journée, bah, le front de brise, il peut arriver jusqu'à Surgères, par exemple. Les nuages sont repoussés, puisque c'est l'air frais qui rentre. Donc, c'est ce qui explique que la côte peut être dégagée, comme on a vu sur la photo précédente, et puis l'intérieur des terres un peu plus nuageux, et voire même on peut aller jusqu'à l'inverse. Quand les cumulus se forment en été, ils sont un peu plus développés, ça peut faire un petit ciel un peu nuageux, voire noir un petit peu avec des averses dans l'est. Alors la houle et la mer du vent, la différence entre la houle et la mer du vent, la houle, c'est vient du loin, c'est pas formé sur place, et la mer du vent, c'est l'état de la mer locale. Alors il y a des choses assez originales avec ça, c'est les vitesses de propagation. Il y a les houles longues et les houles courtes, on va voir ça après. Et il y a 4 paramètres à savoir: la période, la sévérité ou la vitesse. On dit plutôt la sévérité parce que la vitesse, c'est quand quelque chose se déplace. Or, dans la houle, vous n'avez pas de mouvement d'eau. C'est que de l'énergie qui se déplace. C'est pour ça qu'on appelle ça sévérité. Parce que quand vous voyez un train de houle qui arrive au large, c'est pas l'eau du large qui vient vers vous. C'est bien l'énergie pure qui se déplace. La longueur d'onde, voilà, et la hauteur du creux, entre le creux et la crête. Alors la houle, ça vient de loin. Alors, plus ça vient de loin, plus la houle va être longue. Et la mer du vent, c'est simplement les conséquences d'un vent sur place. Alors, quelquefois, vous allez avoir une houle d'ouest, c'est classique, et puis vous allez voir, quand il y a une perturbation qui arrive, vous allez voir que le vent se lève au sud. La perturbation arrive de l'ouest, et le vent se lève au sud. Et il faut avoir... et même pour les orages, d'ailleurs, on dit, les orages, les paysans en Normandie disaient, ils se déplacent à contre-vent. Ils ne savaient pas trop pourquoi, mais en fait, c'est que l'orage crée son propre vent. Comme il aspire l'air, du coup, vous avez le vent qui vous souffle dans le dos. Alors, vous dites, l'orage s'éloigne puisque j'ai le vent qui me souffle dans le dos. Mais non, c'est l'orage qui vient vers vous et qui aspire. Donc le vent vous souffle dans le dos.
Alors, une mer croisée, vous connaissez l'expression, une mer croisée, c'est quand vous allez avoir une houle des houles d'origine différente, ou une mer du vent et de houles. Alors, la hauteur des vagues dépend de trois facteurs, la vitesse du vent, la durée d'action du vent, et la durée d'action du vent, ça s'appelle le fetch. Le fetch, c'est la distance en kilomètres ou en milles nautiques, plus ou moins longue, sur lequel le vent a soufflé et qui provoque l'ondulation. Alors, les endroits où il y a les plus grosses houles, c'est le Pacifique. C'est la mer, l'océan le plus grand. Dans les cartes météo, vous allez avoir une hauteur de houle, vous voyez sur Internet, c'est ce qu'on appelle le H1 tiers. Alors ça, c'est vraiment assez théorique, mais c'est comme ça que c'est calculé. C'est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Voilà. Exemple, 30 vagues de 1 mètre à 1 mètre 50, les 10 plus hautes vont de 1 mètre 30 à 1 mètre 50, donc H1 tiers égale 1,4. Ce qu'il faut se rappeler là-dedans, c'est qu'on a statistiquement au maximum 2 fois la hauteur H1 tiers. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si on vous met une houle de 1 mètre 40, vous pouvez avoir au maximum 2 mètres 80. C'est à ça qu'il faut se rappeler de ça. Alors, la période, il y a une chose qui est constante, c'est la période. C'est-à-dire que le temps entre chaque vague. La vitesse, la sévérité va ralentir quand la vague va arriver sur la côte, c'est-à-dire quand qu'elle va déferler. Alors, quand on dit une houle longue, ce n'est pas la distance, hein, c'est le temps. On est dans le temps. Et c'est 10 à 20 secondes. La célérité, alors ça, je vous ai mis cette formule-là, vous allez voir, ça va servir après. C'est peut-être pas la peine de vous rappeler ça. La célérité, au large, quand le fond est très, très grand, ça se déplace comme ça. Voilà la formule. Quand c'est près de la côte, ça dépend de la profondeur. Donc, on voit bien l'influence de la vitesse avec le fond. C'est ce qui explique que les vagues ralentissent. Mais pas la période. Vous avez compris. Voilà. La mécanique ondulatoire des vagues, on pourrait y passer du temps. Alors, par contre, pourquoi je vous ai parlé de ça, c'est les tsunamis. Les tsunamis, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ce n'est pas dû à la météo, c'est dû à un mouvement de fond. Et là, on n'est pas sur une vague, c'est grosso modo autant de mouvement d'eau en dessus qu'en dessous. Ça ne va pas chercher bien loin, c'est un rouleau, une vague météorologique. Or, un tsunami, ça dépend de ce qui se passe en dessous. Alors, si vous avez, déjà, c'est une onde longue. C'est avec une longue longueur d'onde, et pour le déplacement, on a dit tout à l'heure, ça va être important. Alors, le mot tsunami météorologique n'existe pas. On a dit la tempête de 99, c'est un tsunami météorologique. Non. On va appeler ça une marée de tempête, une onde de tempête, mais pas de tsunami. La transgression marine, ça, c'est quelque chose de plus compliqué et plus durable. Ça, c'est un sujet abordé ici, parce que si on a vraiment une hausse de niveau d'eau, comme ça semble être le cas, quelques années, on aura ce qu'on appelle une transgression marine. Alors, le tsunami, par exemple, un séisme, alors je veux dire, on n'est pas dans une zone à risque. Je ne veux pas couper pitié non plus. On a des tremblements de terre qui sont relativement modérés, et on a un fond qui n'est pas à risque particulièrement, ce qui n'est pas le cas en Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, les fonds descendent très très vite, et quand il y a des mouvements, il peut y avoir des surprises. Et sans compter qu'ils n'ont pas de marée, donc ils ont construit très près. Ça, c'est autre chose. Bon, alors un séisme au large avec 50 cm de soulèvement du fond, 4000 mètres de profondeur d'océan, sur le plan vertical, vous avez 4000 tonnes d'eau par mètre carré qui bougent sur 50 cm. C'est une quantité donc faramineuse. On n'est plus dans les vagues, et ça bouge sur 50 cm, ça fait pas beaucoup. Mais par contre, la quantité d'eau qui bouge, ça, c'est beaucoup. Et l'eau étant incompressible, l'énergie est conservée. Et le problème, c'est savoir d'où c'est parti, déjà. Première, savoir d'où le tremblement de terre sous-marin s'est déclenché. Parce qu'après, il va falloir essayer de calculer la vitesse de l'onde. Et l'énergie cinétique est colossale. Avec une faible amplitude,
C'est une onde longue, supérieure à 5 km, avec peu de vagues. En général, un tsunami, c'est 4, 5, 7 vagues. La célérité est liée à la profondeur. Par exemple, on a 4000 mètres. Alors ça fait 712 km/h de vitesse de déplacement. Seulement, vous ne voyez pratiquement rien quand vous êtes en mer. Vous êtes en mer et un tsunami qui vous passe dessous, vous allez avoir une vibration, quelque chose de très rapide, fugace. Mais par contre, le problème, c'est quand ça arrive sur l'énergie, elle est conservée. Et c'est ce qui fait que quand ça arrive sur les côtes, là, vous savez la conséquence. Enfin, la célérité diminuant, c'est la hauteur qui va gagner. Donc on va avoir des vagues supérieures à 10 mètres, nettement supérieures. Voilà, ça c'était pour les tsunamis. Les côtes, les décôtes et les surcôtes, ça peut être utile. Quand vous avez une perturbation, une grosse tempête, la pression atmosphérique joue sur le niveau de la mer. Par exemple, une variation de 1 cm, une variation de 1 hectopascal, c'est 1 cm. C'est pas bien centré, ça. Alors, ce qui va faire aussi monter le niveau d'eau, c'est le vent. Le vent va pousser la mer vers la côte. Donc, tout ça, ça fait monter le niveau d'eau. Pour Cynthia, par exemple, la surcote exceptionnelle de 1,61 m et pleine mer ont conduit à un niveau marin historique de 8,01 m. Alors, le transport d'Ekman, ça, c'est ce qui fait, le transport d'Ekman, c'est ce qui va faire bouger l'eau en profondeur. Et notamment, c'est ce qui fait la vie au Pérou. La pêche au Pérou, c'est le transport d'Ekman. Parce que ça fait remonter les nutriments du fond. Alors, imaginez une dépression sans la force de Coriolis. Vous allez avoir l'eau et l'air qui sont aspirés dans le centre à un trou. Donc le trou va faire rentrer l'eau dans le centre du trou, ce qui est assez logique. Et si vous aviez un anticyclone, c'est le contraire, c'est une montagne. Donc l'air et l'eau vont fuir. Maintenant, on va mettre la force de Coriolis. Et la force de Coriolis va faire, comme on a dit tout à l'heure, tourner dans le sens. Alors on est dans l'hémisphère nord. Alors, on va faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour des dépressions et dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone. Mais la force de Coriolis va s'appliquer aussi sur l'eau. Ce qui fait qu'en pratique, l'eau va sortir de la dépression. C'est-à-dire, on est au contraire de ce qu'il y aurait s'il n'y avait pas de rotation de la Terre. Et donc, le vent, vous voyez, l'eau, je veux dire, va s'éloigner du centre de la dépression et va faire baisser le niveau d'eau. Alors ça, c'est contraire à une tempête. On pourrait penser que ça serait intéressant puisque ça fait baisser le niveau d'eau. Mais c'est beaucoup moins important que les convergences liées au vent et à la pression atmosphérique. Oui. Donc en fait, l'eau va être chassée, déviée, comme l'air, par la force de Coriolis. Et ça fait ce qu'on appelle du upwelling, notamment au Portugal, par exemple. L'eau froide qui remonte du Portugal, elle est déviée vers le large, et c'est aussi ce qui se passe au Pérou quand il n'y a pas El Niño. Parce que quand il y a El Niño, il n'y a que de l'eau chaude. Donc il y a de l'eau chaude, pas de upwelling, et pas de nutriments qui remontent du fond. Donc pas de poissons. Pour eux, le Pérou, un épisode d'El Niño qui, je ne veux pas m'étendre là-dessus sur El Niño, mais vous savez, c'est qu'il y a de l'eau chaude en surface sur tout le Pacifique Sud. Donc il y a pas de, il y a des phénomènes d'orage sur l'Indonésie, ça modifie, dans le climat, il paraît que ça modifie le climat en Europe aussi, ça c'est pas ça. Mais au moins sur tout le Pacifique, mais ils n'ont pas de remontée d'eau froide. Donc pas d'eau froide, tous les nutriments des océans sont, tout ce qui vit dans l'océan se dépose au fond. Donc c'est la source d'alimentation, donc il faut que ça remonte. Et le pooling, qui fait remonter l'eau, va nourrir les poissons, et les poissons, c'est la pêche du Pérou. C'est vraiment un problème pour eux. Dernière conséquence du transport d'Ekman,
les déchets flottants. Les déchets flottants, vous avez entendu parler, hein, le continent supplémentaire lié à tout ce qui flotte. Alors, sachant que ce qui flotte, c'est à peu près même pas le tiers de ce qui est au fond. C'est-à-dire que c'est déjà au fond. Parce qu'au fond, ça glace. Ça, déjà, il faut aller le chercher. Bon, on va pas l'air de pousser pour aller le chercher. On va mieux éviter de l'envoyer, si possible. Alors, vous voyez que le sens de rotation, c'est sous les anticyclones, puisque l'eau rentre dans les anticyclones. C'est pour ça que je vous ai montré d'abord le transport. En fait, les anticyclones concentrent l'eau, donc concentrent aussi en surface ce qui flotte. Donc, on va retrouver autour de ces 5 zones tout ce qui peut flotter, notamment les plastiques. Et vous voyez, le sens de rotation, c'est bien anticyclonique. L'anticyclone des Açores, l'anticyclone de Saint-Hélène et les autres. Alors, petit mot sur le changement climatique, vite fait, après j'aurai fini. Je vais vous laisser poser vos questions si vous voulez. Alors ça, je vous fais ça vite fait parce qu'on pourrait en parler, des effets du gaz à effet de serre. Alors, le gaz à effet de serre que vous connaissez depuis le temps qu'on vous en parle, c'est le CO2, mais qui est considéré comme l'unité de mesure. Coefficient 1, ils ont appelé ça coefficient 1, parce que tout le reste est comparé au CO2. Donc, c'est quand même le dioxyde de carbone qui est le gaz principal à effet de serre, après la vapeur d'eau. Le gros problème, c'est qu'on appelle ça des rétroactions positives. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on évapore. Donc, plus on évapore, plus on a un effet de serre. Et c'est le côté emballement de la chose. Le permafrost qu'ils font rejette du CO2 et du méthane. Le méthane, c'est le deuxième, coefficient 25. Il y en a moins, mais il y a un sacré coefficient. Donc, il n'y a qu'une seule chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il n'y a qu'un seul paramètre qui pourrait être une rétroaction négative, c'est-à-dire qui aille dans le sens contraire du réchauffement, c'est la présence des stratocumulus, qui, eux, empêchent le réchauffement. Les cirrus élevés, eux, ils font comme un vitrage. Ils accélèrent le réchauffement. C'est rétroaction positive. Fonte de permafrost, méthane, tout ça, c'est du positif. La seule chose, l'augmentation, a priori, du nombre de stratocumulus qui, eux, font un espèce de couvercle qui empêche le réchauffement. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus, sinon on va passer la soirée. Puis je veux que vous pouviez me poser des questions, si possible, que j'ai des réponses. Alors, dernière chose que j'ai rajoutée au dernier moment, vous avez déjà entendu parler du vortex polaire. Ça circule un peu, ça. Alors, le vortex polaire, c'est normalement un enroulement d'air froid au-dessus du pôle en hiver. C'est-à-dire que ça tourne dans le sens inverse des mouvements autour de l'air froid, comme les jets. Seulement, on ne sait pas trop pourquoi, de temps en temps, alors vous voyez, en dessous, on a un jet normal. Alors là, on est dans la stratosphère, on est très haut. On ne sait plus du tout, on est à 10 et 50 km d'altitude, c'est de l'air froid, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est quelques molécules, mais ça tourne quand même autour de l'air froid qui se trouve sur les pôles en hiver. Et en dessous, vous avez les jets. Vous avez le jet normal, ouest en est. Seulement, il se passe un truc de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, que les Américains c'est que de temps en temps, le vortex, il se met à tourner dans l'autre sens parce qu'il y a un réchauffement en altitude. Et donc, ça inverse le vent thermique et il se met à tourner d'est en ouest. Mais ça provoque des vagues en dessous. C'est-à-dire que ça perturbe, quand ça tourne dans le sens inverse, si vous prenez l'autoroute dans le mauvais sens, vous allez provoquer des zigzags des voitures que vous croisez. C'est à peu près ça. Et bien, du coup, ça provoque des enfoncements d'air froid. Ce qui veut dire que, en résumé, un réchauffement en altitude peut provoquer un refroidissement dans les basses couches. C'est ça pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est dire, bah oui, mais alors si ça se réchauffe en altitude, pour eux, ça se refroidit en dessous. Bah oui, parce qu'en fait, ça provoque des ondulations en dessous. Voilà.
Je vais finir avec ça. Si vous avez des questions, maintenant c'est pas vous. On va pouvoir applaudir Christian et le remercier en tout cas. Voilà, pendant que Merci de votre écoute. déroule les gens, je vais mettre ce micro à votre disposition. Donc, si vous avez des questions à poser, vous levez la main, je vous apporte le micro. Il est important de poser les questions dans le micro, parce qu'il y a des personnes qui seront à distance. Et comme ça, vous pourrez entendre les questions. Et je voulais vous montrer mon truc pédagogique, c'est-à-dire la terre plate. Est-ce qu'il y a des platistes parmi vous? Alors en fait, j'ai fabriqué ça parce que c'est très pratique pour mettre dans mon sac. Et je pose le micro, vous allez comprendre. Alors, on va mettre. Là, vous avez confiance. Là, on a l'hémisphère nord. Là, on a l'hémisphère sud. Dans quel sens la Terre tourne-t-elle? Vers l'est, on est d'accord. Donc, elle tourne comme ça. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On est bien d'accord. On est toujours bien d'accord. Ça, c'est de la force de Coriolis. C'est qu'en fait, j'ai eu un ami astronome, les galaxies dans quel sens? Ça dépend de quel côté on les regarde. Il n'y a pas de sens de rotation, en fait. C'est-à-dire que le sens de rotation, de quel côté on regarde. Si on regarde du côté de l'hémisphère nord, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on regarde de l'autre côté, ça tourne dans le sens. Tous les dépressions. J'avais oublié mon. Excuse-moi, Patrice. Comment? Ah. Je vais vous passer le micro si vous avez des questions. S'il y a des questions pour ceux qui sont à distance en visio, vous pouvez le faire par écrit et on pourra relayer vos questions. Vous nous avez montré sur la politique de nuages. Moi, j'ai observé plusieurs fois le nuageux. Extrêmement violent. J'ai cassé les bananes de Roménie, savoir notamment la bassin qui est allé arriver sur l'autre quai, en face, et on voit cette phénomène d'Arcus, le nuage roule sur le nuage, et ça progresse très très vite. Alors, en fait, c'est souvent quand il y a un orage ou une ligne de main violent, quand la pluie tombe, elle provoque un refroidissement de l'air en dessous. Donc, ce refroidissement de l'air, c'est comme une vague. Et va provoquer à couler sous le nuage en allant vers l'air chaud qui est à l'avant. Et du coup, va provoquer un rouleau. C'est exactement comme un rouleau. Mais en fait, le rouleau, il est dans ce sens-là. Il n'est pas comme une vague. Une vague, ça, dans ce sens-là. On voit le déferlement. Là, le rouleau, il est comme ça. Vous voyez, il passe par en dessous et il ressoulève l'air chaud qui est devant. Ah oui, c'est un truc assez pas classique, mais qu'on connaît sur les orages. Le prévoir, ça, c'est une autre affaire. Alors, il faut un orage violent, et souvent, c'est des lignes de grain. C'est en ligne. C'est pas un orage individuel, un orage. On appelle une supercellule. En longueur. Et c'est impressionnant. Hein. Et puis en mer, évidemment. En aviation aussi. Je suis pilote. Bon, de toute façon, j'évite de sortir quand il y a ce genre de situation. Je n'ai pas assez d'expérience pour ça. Oui, un Arcus. C'est assez modélisé, mais alors, avant que je pense à autre chose, j'ai oublié de vous parler des modèles météo. Parce qu'en fin de compte, ça, vous devez les utiliser maintenant. Tous, plus ou moins, hein, vous regardez sur Internet. Alors, en bien, moi, j'utilise ça. En fait, il suffit de savoir de quel modèle on parle. Parce que les interfaces, il y en a 36, il y a Météo Agricole, moi j'utilise Météo Ciel, je regarde même pas ce que font mes collègues, il faut pas. Mais on trouve maintenant tous les modèles disponibles en Europe, il y en a 6 ou 7. Ils sont différents, puisque sinon il n'y en aurait pas 6 ou 7. C'est des milliards de calculs secondes, avec des
des mailles de calcul différentes, donc les résultats sont différents. Ce qu'il faut faire, si vous utilisez ça, c'est les comparer. Alors, moi, j'utilise le système météo ciel que j'ai découvert comme ça, qui est très pratique, et les autres doivent le faire aussi. Vous pouvez changer les modèles. Vous avez une prévision pour un endroit donné, et vous changez le modèle, et vous allez voir comment elle évolue. Et d'ailleurs, tiens, si tu veux m'afficher le double carte. Ça. Voilà, ça c'est une impression que j'ai faite juste avant de venir pour les prochains jours, avec le modèle arpège. Alors, ce que vous avez en bas, c'est la pluie pour La Rochelle. D'aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, c'est facile à interpréter. Ce que vous avez au-dessus, c'est le champ de passion. Et justement, jeudi, si ça c'est bon, hein, c'est que de la modélisation. Si c'était toujours bon, ça serait bien. En attendant, vous voyez, c'est quand même caractéristique du vent qu'il peut y avoir jeudi. Et la pression, comment elle remonte? Et ben, le modèle prévoit le vent maximum en fin de matinée, c'est-à-dire baromètre remontant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, vous trouvez ça sur Météo Ciel. Moi, je m'amuse à faire des prévisions pour les amis, il y en a qui me suivent d'ailleurs. C'est pas compliqué, je prends tous les modèles, je les compare, et s'ils disent tous la même chose, c'est très pratique. S'ils disent des choses différentes, c'est un peu même du procès personnel. Ça va être le travail d'un réalisme maintenant, c'est-à-dire de comparer les modèles et puis d'essayer d'adapter, mais ça aussi, il y a. Voilà, mais je voulais vous montrer ça, vous voyez, la pression commence à remonter jeudi. Alors ça veut dire que peut-être vendredi, le temps va finir par s'améliorer, mais ce qui n'est pas vu au niveau de la précipitation. Il faut faire une petite synthèse un peu de tout ça. Par contre, mercredi et lundi, mercredi et jeudi, c'est quand même pas. Merci, Baptiste. D'autres questions? Questions au fond? J'arrive avec le micro. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir la vitesse de déplacement d'une dépression. Alors ça, c'est assez variable. Ça peut rester sur place, une dépression, carrément. Alors, moi, je dirais 20, 30 nœuds. Mais vous voyez, la tempête de 99, la caractéristique, c'est qu'elle s'est déplacée extrêmement vite. Parce que tout dépend le moteur. Le moteur est en altitude. Standard, c'est 20, 30 nœuds, 20 nœuds. Le centre de la dépression. Mais le centre de la dépression, ce n'est pas très important. Hein. C'est surtout le déplacement d'un front. Le front associé. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est une moyenne. Hein. Moi, j'ai une question. On nous parle, on entend de dépression secondaire. Front secondaire, peut-être. Front secondaire. Oui. Alors, c'est quand vous avez un front froid qui passe. Souvent un front froid. Le front froid, c'est le front froid secondaire. Vous allez avoir la courbe bleue, là, et derrière, vous avez un enfoncement d'air froid en altitude. Un tas de vagues d'altitude. Bon, ça, c'est un peu technique, mais vous allez avoir de l'instabilité derrière. Des averses. Derrière le front froid, la traîne, avec des cumulus. Et de temps en temps, vous allez avoir une ligne de grain qui passe. Généralement, c'est assez rapide. Hein. C'est un peu qui passe en demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, c'est vite passé. Ça correspond souvent à l'enfoncement d'air froid d'altitude. Parce que l'air froid d'altitude, c'est ça qui forme le cumulus. Vous voyez, pour qu'il y ait de l'instabilité, il faut qu'il y ait de l'air chaud en dessous et de l'air froid au-dessus. Et il y a un endroit, un moment, où l'air froid d'altitude passe, et c'est un front froid secondaire. C'est derrière un front froid principal, et c'est quelquefois une demi-heure, une heure après, quelque chose comme ça. Et sinon, pas si dangereux. Ça peut être dangereux parce que c'est souvent une ligne de grain. Ça ressemble à une ligne de grain. Ça peut être des cumulus, des gros cumulus ou des cumulonimbus. Un front froid secondaire, c'est ça. C'est une ligne d'activité dans la traîne. Vous voyez ? La traîne, c'est des cumulus, par-ci par-là, avec des averses. Et de temps en temps, ils sont organisés parce que c'est le moment où l'air froid d'altitude passe.
Ouais. Merci à tous, on va vous proposer des journées master, et puis encore un peu. Ah, il y a une question avant. Ah, ça n'est pas. Une question. Qui est le 1 au fond, pardon. Sur les modèles météo, on voit une très grosse différence quand on regarde les cartes entre le vent en mer et le vent à terre. Pourquoi, quand on est à terre, on sent le vent fort? Qu'est-ce que c'est l'évaluation qu'on doit donner là-dessus? C'est qu'on a des rafales très fortes à terre et on a un peu plus établi en mer? Alors, le vent en mer est souvent plus régulier. Parce que sur Terre, vous avez des influences thermiques, le relief, enfin ici, pas trop, mais les vents en rafale sont quand même plus marqués sur Terre, parce que l'influence thermique. Le vent en mer, globalement, est plus fort, il y a moins de frottement, plus lisse, et il est plus turbulent sur Terre. Là, par exemple, pour jeudi, alors si le modèle, je vous dis bien que j'aime bien, arpège, mais 120 km/h en rafale de matin, il n'en met que 100, 105 sur La Rochelle ou sur l'intérieur. C'est moins. Il tient compte des frottements essentiellement, mais en résumé, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et puis en plus, si vous avez des phénomènes turbulents, genre averse, l'orage ou l'averse crée son propre orage. Vous avez un grain, vous avez un truc qui fait 5-7 km et autour, vous n'avez rien. On applaudit Christian de nouveau. Merci beaucoup. Question individuelle,